Le coup de tocsin. Et pour le coup de tocsin, je suis très heureuse de recevoir Au Bon Tweet. Bonjour Au Bon Tweet. Bonjour Roxane, comment ça va? Eh ben, ça va très bien, merci. Et vous? Bah écoutez, ça va. Bah, très bien. Alors, il paraît que vous nous avez fait des infidélités. Bah non, c'est pas vraiment des infidélités. J'ai juste participé au live du vendredi soir chez mes amis de Nexus, que j'en profite pour saluer. Live où j'ai d'ailleurs battu le record de porter mon masque pendant 4 heures, vu que je l'ai jamais porté pendant le Covid, et que chez Toxin, mes chroniques durent 20 minutes maximum. D'ailleurs, on a un petit peu parlé de Toxin, en disant évidemment le plus grand bien. Et en plus, j'avais prévenu Clémence. Bon, alors ça va, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, quel est l'objet de votre chronique aujourd'hui? Alors écoutez, on pensait que le week-end de Pâques serait plutôt calme, et en fait non, il s'est passé pas mal de choses quand même, et ça n'a pas été la fête chez les mondialistes, notamment ceux de 88 ans. Expliquez-vous. Et ben hier, on a appris que le pape est mort, alors donc un lundi de Pâques, ce qui fait d'ailleurs beaucoup jaser dans le monde des complotistes. Et puis le même jour, on a appris que Klaus Schwab, le patron du forum de Davos, venait de démissionner, et les deux, François et Klaus, avaient 88 ans. Et qu'est-ce que ça vous inspire? Alors franchement, alors déjà, moi je suis pas très religieux, mais assez pour penser que c'était pas mon pape préféré, et il a pris pas mal de décisions dont le progressisme me paraissait en porte-à-faux avec ce qui est censé être originellement l'Église catholique, à commencer par la décision de ne plus être vicaire du Christ. Et puis je vous avoue que le coup du vaccin anti-Covid qui serait un acte d'amour, je l'ai pas digéré du tout. Et bien évidemment, il n'était pas question que je suive cette recommandation. Bref, plein d'éléments qui me font penser que ce pape était sous l'influence d'instances pas très catholiques, si je peux me permettre ce jeu de mots foireux. Bref, comme on n'est pas des chiens, je lui souhaite paix à son âme, mais je répète, c'était pas mon pape préféré. Voilà, ceci n'engage évidemment que moi. Et pour Klaus Schwab, alors? Alors lui, c'est différent. Lui, il est toujours vivant, donc je lui dois pas spécialement du respect. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, je me réjouis de son départ, mais connaissant les mondialistes, j'ai appris à me méfier parce que assez régulièrement, ils mettent à leur place des gens encore pires, avec plutôt une fuite en avant dans le grand n'importe quoi. Donc attendons avec circonspection. Mais vous ne l'aimez pas beaucoup, lui non plus. Bah, vous savez, moi j'ai tendance à considérer que les gens qui me disent que je vais être heureux parce qu'ils vont tout me voler, ce seraient quand même plutôt des gros connards. Et vu que c'était le programme de ce charmant monsieur, je vous laisse en tirer les conclusions de ce que j'en pense. Mais encore une fois, c'est pas moi qui ai commencé, mais quand on m'attaque, c'est normal que je me défende, non? Si, tout à fait, vous avez raison. Alors, quoi d'autre dans l'actualité? Alors, ça a aussi pas mal bougé au Royaume-Uni, puisque le Premier ministre Keir Starmer s'est fait poisser avec des photos et vidéos de lui assez gore, avec son amant, alors qu'il est censé être hétéro. Du coup, sa femme aurait demandé le divorce. Vous ne l'aimez pas beaucoup, Keir Starmer, non plus. Non, lui, je le hais. Déjà, il y a des gros soupçons qui pèsent sur lui pour avoir contribué à étouffer l'affaire du gang des violeurs pakistanais. Donc déjà, rien que pour ça, il est impardonnable. Mais en plus, il est en train d'installer une espèce de dictature woke au Royaume-Uni dans laquelle il fout en prison des tweetos qui osent se plaindre que l'Angleterre perd sa souveraineté et que les Anglais sont désormais minoritaires dans les plus grandes villes comme Londres, Manchester ou Birmingham. D'ailleurs, je renvoie sur l'interview la semaine dernière d'Aldostérone sur Toxin, qui a fait un tableau très noir de ce qu'il se passe en ce moment au Royaume-Uni sous la direction de ce monsieur. Et pourtant, il y a eu un jugement anti-woke la semaine dernière au Royaume-Uni. Tout à fait, Roxane. La Cour suprême anglaise a statué jeudi ou vendredi en disant que légalement ne seront désormais considérées comme femmes que les personnes nées avec un sexe féminin. Et alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Je trouve que c'est un timide retour du bon sens, qui est plutôt une bonne chose, même si je trouve absolument lunaire qu'il faille que la Cour suprême s'intéresse à un truc qui est une évidence dès l'âge de 3 ans, quand les enfants commencent à jouer à touche pipi et voient bien qu'il y a une différence entre un corps de fille et un corps de garçon. Mais apparemment, c'est pas le cas de tout le monde, vu qu'en France, Libé et Manon Aubry, notamment, ont hurlé au scandale et au retour des heures les plus sombres de notre histoire. Tiens donc, et pourquoi? Parce que eux, comme c'est des progressistes, ils ont une approche assez particulière des lois fondamentales de la biologie. Alors remarquez, c'est pas inintéressant, mais c'est assez peu académique comme vision des choses. Vous voulez bien nous expliquer comment ces personnes-là voient la biologie? Volontiers. Alors ça tombe bien, j'avais préparé un petit schéma, donc si on peut le voir. Donc voilà, pour ces gens-là, quand les gens naissent, ils n'ont rien. Comment ça, rien? Ils n'ont rien qui les distingue entre eux. Pas d'organes génitaux, pas de bassin plus large, pas de pomme d'Adam, rien. Ah bon? Oui, et je vous dis pas qu'ils ont forcément raison, hein. Je vous dis juste comment ces choses-là, ces personnes-là voient les choses. Donc si on peut voir la suite. Puis toujours selon eux, c'est à ce moment-là que le méchant patriarcat intervient et qui distribue un peu au hasard des bites et des nichons, cantonnant ainsi les gens dans des stéréotypes de genre. Et après, comme il est vraiment vilain, le patriarcat accentue le truc avec les roses et les poupées pour les filles, et le bleu et les petites voitures pour les garçons.
Mais c'est intéressant comme vision des choses. Oui, oui, tout à fait. Alors, si on peut voir la suite, d'ailleurs, donc, mais toujours selon ces gens, comme ce n'est qu'une construction sociale voulue par le patriarcat, il suffit de vouloir le changer pour que ça se fasse, comme on peut le voir sur cette image, où nos deux petits personnages se proposent joyeusement d'échanger leur bite et leur nichon. Et ça donne quoi alors? Alors, ça donne la dernière image, sur laquelle nos petits personnages sont désormais tout heureux d'avoir enfin le sexe qui leur convient. Comme quoi, chez les wokos progressistes, la vie est super simple puisqu'il suffit d'avoir envie d'être d'un sexe différent pour qu'instantanément, ça se produise. Et ça marche pour tout? Non, alors je crois que ça marche pas pour l'âge. Comment ça? Alors moi, j'ai pas essayé de changer de sexe parce que moi, ça me va très bien d'être un garçon. Mais la semaine dernière, j'ai essayé d'avoir 12 ans comme ça pour voir, mais ça n'a pas super bien marché. Du coup, si quelqu'un a le numéro de Manon Aubry ou de la rédaction de Libé, moi, je veux bien les appeler pour savoir ce que j'ai oublié de faire pour que ça marche, parce qu'à tous les coups, eux, ils doivent savoir. Bon, le message est transmis. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, je m'excuse par avance parce que la suite de cette chronique va pas être spécialement marrante, parce que de temps en temps, entre deux moments de déconne, c'est bien de redevenir sérieux pour faire passer certains messages. Vous nous inquiétez là. Non, non, rassurez-vous. En fait, cette partie de la chronique m'a justement été inspirée par Toxin. Ah bon? Comment ça? Et tous les matins, Clémence, Nicolas Vidal, Valentin et vous, quand Clémence est en vacances, vous recevez des gens du terrain qui vous racontent ce qui se passe réellement derrière tous les mensonges des médias traditionnels. Tout à fait, et nous en sommes très fiers. Oui, et vous avez bien raison. Et moi, j'ai pas beaucoup de qualité, mais je pense avoir un assez bon esprit de synthèse, à savoir observer les choses, prendre de la hauteur sur elles, relier les points entre eux et voir un tableau d'ensemble se dessiner. Donc ce tableau, je vais vous le partager aujourd'hui, et je vous préviens, il n'est pas hyper réjouissant. Et à l'occasion de tout ce qu'on peut entendre en ce moment pour résorber une dette qui est de la seule responsabilité des gouvernements qui se sont succédés depuis 1974, le tableau qui se dessine, c'est que tout ça est voulu, tout ça est délibéré. Voulu par nos politiques? Non, pas forcément. Eux, ils sont pas assez intelligents pour ça. Les politiques sont pour la plupart des gens assez médiocres et très opportunistes qui ont accepté de trahir leurs compatriotes en perpétuant un mensonge et en faisant semblant de combattre, ce qui est une stratégie délibérée moyennant un certain confort de vie. Donc on pourrait appeler ça des putes, mais je le ferai pas parce que j'ai pas envie d'avoir des ennuis. Mais quelle est-elle, cette stratégie délibérée? Eh bien, ma chère Roxane, cette stratégie, c'est que tout, absolument tout, est fait pour une asphyxie lente du peuple français. Vous n'exagérez pas? Non, à commencer par la dette. Voici une citation de Michel Rocard. La dette est une construction artificielle créée par les banques avec le consentement des États pour dépouiller les peuples et en faire des esclaves à leur solde. Les gouvernements sont au courant et ils laissent faire, honte à eux. Voilà. Alors moi, quand j'entends des gens parler de la dette comme d'une fatalité, ça me fait bondir, parce que ce n'est que une arnaque. Et là, alors qu'on arrive au bout du processus, parce que cette dette est devenue intenable, on voit plein de petits parasites qui n'ont jamais vraiment bossé de leur vie, qui n'ont jamais produit la moindre richesse, qui viennent sur les plateaux télé pour se permettre de juger des gens courageux, bosseurs et honnêtes, qui n'ont pas la moindre responsabilité dans la situation actuelle. C'est intolérable et je ne comprends pas pourquoi les gens acceptent d'être traités comme ça. Et l'asphyxie ne viendrait que de la dette, d'après vous? Non, c'est dans tous les domaines. L'autre jour, vous avez reçu Béatrice Rosen qui vous a expliqué à quel point le permis de conduire est devenu chiant, cher et compliqué. Et c'est pas pour faire des conducteurs plus performants, c'est pour décourager les gens de le passer. Donc les villes totalement congestionnées pour nous dégoûter d'utiliser nos voitures, ça découle de la même stratégie. L'école qui apprend à être inclusif plutôt qu'à devenir intelligent et cultivé, c'est pour créer des troupeaux de crétins résignés. Et ça ne concerne donc que les particuliers? Non, ça concerne aussi les petites entreprises. Les normes professionnelles de plus en plus draconiennes, notamment dans les marchés publics, avec par exemple des chartes vertes à la con pour des marchés publics de construction, ne sont gérables que pour les sociétés disposant d'une armée de juristes. Le but est évidemment de faire couler les autres, les petites entreprises. Mais c'est contre-productif ça pour le tissu économique d'un pays? Oui, mais c'est pas le but recherché. Ils s'en tapent du tissu économique. Je vous la fais courte, mais en gros, la plupart de nos politiques travaillent pour des intérêts financiers qui, eux, ont intérêt à accaparer le maximum de richesses. On va vers une société totalement inhumaine, faite d'intelligence artificielle, de multinationales, de gens richissimes, et d'une part de plus en plus grandissante de la population qui sera, aux yeux de ces personnes, presque totalement inutile. Presque? Oui, parce qu'il faudra bien en garder quelques-uns pour faire ce que les machines ne pourront pas faire, et surtout pour acheter les biens et les services qui seront produits. Vous parliez de l'intelligence artificielle, ça y contribue selon vous? Bien sûr, l'IA est un tournant majeur. On n'a plus besoin de gens intelligents, on a besoin de gens obéissants. On a besoin de gens formatés, des millions de petits clones qui pensent tout pareil, qui font tout pareil et qui aiment tout pareil, avec plein d'obligations et quasiment plus aucun droit.
Et vous voyez tout ça en écoutant Tocsin? Oui, l'autre jour, Clémence a reçu un ancien commissaire de police qui disait que quand il a commencé sa carrière dans Paris, il y avait 54 commissariats de quartier. Aujourd'hui, il n'y en a plus un seul. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous? Ça veut dire que l'État vous a laissé tomber. La police ne vous protège plus, elle protège l'État, elle protège le dogme officiel, elle protège l'identité de certaines personnes, elle a été confisquée. Elle est devenue l'ennemi de tous ceux qui s'opposent au système et l'observateur indifférent de tous ceux qui y obéissent en y croyant encore et qui ne comprennent plus pourquoi elle ne se déplace plus quand ils se font cambrioler. Mais il est très noir, votre tableau. Oui, mais c'est assez objectif. On vivait dans un paradis, ils l'ont transformé en un enfer qu'ils ont remplacé par des mots qui font joli mais qui sont vides de toute substance. Vivre ensemble, inclusivité, état de droit, progressisme, société décarbonée. Tous ces poncifs cachent une réalité terrible, uniformité. Et donc, d'après vous, Macron est responsable de tout ça? Alors pas que lui, en fait, on en veut tous à Macron et avec raison parce que c'est le seul président pour lequel ça se voit vraiment qu'il est mis en place pour détruire la France, de la même manière que ça se voyait vraiment que la mission de Sarkozy était d'enlever toute la souveraineté de ce pays. Mais Macron n'est qu'un pion, c'est un young leader choisi pour ses capacités à mettre en place des mesures d'ordure sans le moindre état d'âme. Macron n'a rien élaboré, rien conçu, c'est un exécutant. Il y a les mêmes au Canada avec Trudeau, Starmer au Royaume-Uni, Merz en Allemagne, etc., etc. C'est un mouvement coordonné dans tout l'Occident derrière des grandes idées forces. Et alors, quelles sont-elles, ces grandes idées forces? Alors, la première, c'est une menace climatique imaginaire qui permet la mise en place de plein de mesures inutiles, mais confiscatoires, genre le DPE qui sert à faire baisser la valeur de votre appartement, voire même à le récupérer, si on en croit les derniers trucs de la mairie de Paris. Les ZFE qui servent à mettre en place, qui servent à mettre vos voitures à la poubelle pour vous rendre dépendant des transports en commun. Donc la deuxième grande idée, c'est une médecine uniformisée à base de vaccins à ARN messager, alors que la vraie médecine devrait être prophylactique à la chinoise, en prenant en compte les terrains et spécificités de chaque individu. La troisième idée, c'est un rassemblement derrière des organismes supranationaux non élus, mais ayant tout pouvoir, comme par exemple un OTAN qui n'a jamais été une alliance militaire défensive, mais au contraire, le bras armé de la finance internationale visant à mettre la main sur toutes les richesses de la Terre. Et le quatrième point, c'est un rôle de plus en plus prépondérant des banques centrales visant à mettre en place une société de contrôle absolu. Et nous, alors, dans tout ça? Nous, ils veulent qu'on soit docile et dépendant. Rien ne leur fait plus peur que des gens comme les complotistes, les lanceurs d'alerte, les réinformateurs et les médias indépendants. Donc l'État est devenu exactement ce que Tocqueville avait prévu. D'ailleurs, je vais vous lire des passages fondamentaux de Tocqueville que la plupart d'entre vous connaissent, mais qu'il est important de rappeler parce qu'aujourd'hui, ça prend tout son sens. Et en plus, ça me permet de gratter quelques minutes sur ma chronique. Donc, je vous rappelle que ça a été écrit en 1835 et qu'avec 2 siècles d'avance, Tocqueville avait tout vu. Écoutez ça. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer des petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux retiré à l'écart est comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Alors, petit aparté, ça c'était avant l'invention du foot, du shit et des jeux vidéo. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? C'est ainsi que tous les jours, il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre. Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière. Il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige. Il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse.
Il ne détruit point, il empêche de naître, il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. Voilà. Alors moi, je vois tous les jours à quel point Tocqueville était un génie visionnaire. Et il faut reconnaître que cette description ressemble à méprendre à ce que nous vivons actuellement. C'est hallucinant de justesse. Et j'ai dans mon entourage des gens qui croient avoir la maîtrise de leurs pensées, mais qui sont exactement ce qu'on a envie qu'ils soient. Et peut-être d'ailleurs que nous, les complotistes, pensons également avoir compris plein de trucs, alors que nous sommes peut-être orientés sur certains sujets vers des voies de garage. Alors moi, je vais vous dire, ne vous laissez pas endormir, ne cédez pas à cette douce torpeur. C'est confortable, c'est rassurant, mais c'est mortel. C'est un peu comme l'alpiniste qui monte l'Everest. Les choses se passent mal, il a froid, il respire mal. À un moment, il a envie de dormir, c'est plus doux, ça permet d'oublier à quel point l'ascension est difficile. Allez, juste 3 minutes et après je repars. Non, alpiniste, si tu t'endors, tu ne repartiras jamais, je te le jure. Si tu t'endors, tu vas mourir. Et vous aussi, si vous cédez à la douce torpeur de l'obéissance et du conformisme, comme l'État veut que vous soyez, vous allez mourir. C'est compliqué de résister. Même chez nous, les complotistes, nos prédictions mettent des années à se réaliser. On passe continuellement pour des cons, pour des farfelus, pour des cassantres. On fait face à des petites mesquineries. On se fait attaquer de toutes parts. Toxin en sait d'ailleurs quelque chose avec ces attaques de hackers qui sont d'ailleurs la preuve la plus flagrante que vous dérangez de plus en plus ceux qui ne veulent pas que les gens se réveillent. Voilà. C'est inconfortable, c'est décevant, c'est difficile à vivre, ça isole, mais c'est vital. Mais moi, je vous dis que vous avez raison. Et moi, j'ai pas grand-chose à vous offrir, mais il me reste mon libre arbitre. Le libre arbitre est la seule chose qui nous différencie des machines que des gens comme Harari ou le docteur Laurent Alexandre veulent qu'on devienne. C'est la chose la plus importante parce que c'est la seule qui vous restera le jour où vous n'aurez plus rien. Ce qui arrivera si vous vous laissez faire. Donc moi, j'ai encore mon libre arbitre et voilà ce que me conseille mon libre arbitre. Envoyer, se faire enculer. Ah oui, il est bien votre libre arbitre. Oui, alors on va encore dire que je suis grossier, que je suis vulgaire, mais c'est la seule chose à faire. Et si jamais votre libre arbitre vous murmure la même chose quelque part dans un coin de votre cerveau, écoutez-le. Et au pire, si tout se passe au plus mal, n'oubliez jamais que nous sommes beaucoup plus que notre enveloppe corporelle et que la mort n'est qu'un passage. Je précise que je n'ai aucune vocation de gourou, je partage juste certaines choses que je pense avoir comprises. Voilà, votre gourou c'est vous et personne d'autre, écoutez-vous. Eh bien, merci au bon tweet et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Roxane. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.